Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalebiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Ce soir, on va s'intéresser à la vie des Algériens d'une autre manière. On parle des droits humains depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines avec cette actualité. Le droit aussi d'un citoyen, c'est pouvoir se nourrir, aller à l'école, être protégé par les personnes qui dirigent le pays. C'est aussi pouvoir se nourrir et vivre dignement. Donc on va parler d'économie avec ce titre qui va s'afficher d'ores et déjà, décollage économique, atterrissage forcé, décollage économique. On va revenir sur les annonces du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé dernièrement, et il continue encore à parler de ce décollage économique, notamment dans le cadre de cette année 2023. Avec nos invités, on va essayer de comprendre réellement de quel décollage il parle. Et puis on est déjà maintenant le 15 février 2023, où en est réellement l'Algérie en termes d'économie. Faut rappeler que le 19 décembre dernier, quelques éléments comme ça pour un peu contextualiser. Il est allé à la rencontre des Wali et des membres du gouvernement. Il s'était félicité des performances et des indicateurs économiques enregistrés en 2022, qui pour lui a été l'année du sauvetage de l'économie nationale. Sauvetage de l'économie nationale en 2022 pour le président de la République algérien, et de l'arrêt de la régression dangereuse. Voilà les mots du président. Entre autres, on va y revenir bien évidemment. Il parle donc d'une Algérie beaucoup attendaient, mais l'Algérie ne s'est pas effondrée, dit-il. Elle ne s'effondrera jamais. Voilà un peu les quelques mots pour donner un peu le ton de l'émission. On va se poser plusieurs questions ce soir. On va bien évidemment essayer d'évoquer le projet politique, le projet économique. Y a-t-il un projet économique en Algérie, ou est-ce que c'est une économie maintenant qui navigue à vue? Un président qui nous parle énormément d'économie digitale, de start-up, mais où en est l'Algérie, notamment avec certaines défaillances, notamment au niveau de son système, par exemple bancaire. On va essayer de revenir aussi sur ces 30%. Certains observateurs analysent par de 30% de cette 30% de la richesse nationale correspond à cette économie parallèle. Voilà, on va essayer d'évoquer bien évidemment cet élément-là. Faut savoir qu'il y a deux changes aussi en Algérie. Il y a l'officiel et le non officiel. Aujourd'hui, l'officiel est à 14, alors que le non officiel est à 22. On va se poser ces questions avec nos invités. Une Algérie où certains prix battent des records de compétitivité, comme par exemple le gasoil ou encore le lait, par exemple. Pour certains, c'est l'Eldorado des prix, mais les Algériens souffrent, et pour certains, il est très très difficile. On en verra quelques images tout à l'heure pour évoquer certains prix. Une question qui se pose: est-ce que depuis l'indépendance, l'Algérie est toujours sur une économie de rente? C'est aussi une question qu'on posera à nos invités, quand on sait que ce qui fait la création de richesse d'un pays, c'est l'investissement. Ce sont ces entreprises qui viennent investir, et c'est l'emploi. L'Algérie, aujourd'hui, 70% ont moins de 30-35 ans, avec donc un taux de chômage qui bat des records. Donc peut-on parler aujourd'hui de création de richesse en Algérie? Et puis on essaiera de comprendre aussi. Là, dernièrement, donc le ministre Rezig qui annonçait que c'était terminé les pénuries de certains produits de consommation de première nécessité. On a encore vu il y a 48 heures des pénuries, soit des pénuries de produits, soit des personnes qui font la chaîne, qui font la queue très très tôt le matin pour se procurer 1 ou 2 litres de lait, parce que même si on fait la chaîne, eh bien parfois c'est seulement 2 ou 3 pochettes par famille. Lies Djebali avec nous sur le plateau, ingénieur économiste, militant politique et hirakiste. Bonsoir. Bonsoir, merci Chaban pour votre invitation, et je salue l'équipe d'El Marhalebiya et tous nos compatriotes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Merci. Merci infiniment. Le plaisir de le retrouver, enseignant, militant FFS. Il est avec nous, Hirakisto aussi. D'ailleurs, il n'a pas raté un dimanche aussi, place de la République. C'est toujours un salut, parce que c'est une implication, un boulot. Enfin, je ne sais pas s'il y a réellement un terme derrière ça. Et vous êtes aussi tous les dimanches, place de la République, encore il y a quelques jours. Abderrahim Moussaouer, bonsoir.
Bonsoir Chaban, bonsoir Lies, bonsoir à tous les téléspectateurs de Le Magharibia. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Est avec nous ou va venir nous rejoindre le RCD, présent fidèle aux émissions. Il est secrétaire national du RCD, chargé de l'économie. Abdelkader Groussen, bonsoir. Voilà, Abdelkader Groussen qui va venir nous rejoindre dans un instant. On vient d'apprendre il y a quelques instants, notamment on salue, j'en profite pour saluer tous les avocats et les avocates qui travaillent auprès des détenus. C'est Maître Nabila Smaïl qu'on salue, qui a posté sur ses réseaux sociaux la demande de libération du journaliste Ihsan El Qadi. Ihsan El Qadi qui a été arrêté, je le rappelle, du 24 au 25 décembre d'une manière très, très difficile, manu militari, rapidement derrière le 29 décembre. Donc il est mis en détention provisoire, il est derrière les barreaux, messieurs, maintenant depuis le 24 décembre dernier. Ces deux médias ont été pillés. On va bien sûr en 2-3 minutes, une nouvelle qui vient de tomber, donc le journaliste, 4 décennies de carrière, on peut penser à Saad Bouarba, qui est un grand journaliste, Abderrahim Moussawer. On parlait des droits, on va en parler des droits, puisque la santé, l'économie dans un pays, c'est important. Une réaction, Ihsan El Qadi, à qui on a une pensée, reste en prison. Alors, je pense que concernant Ihsan El Qadi, la liste est longue, bien sûr, en termes de journaliste, rédacteur en chef on a une pensée profonde pour notre ami Benjama, je pense, du provincial, Mustafa, qui a été arrêté suite à l'affaire, à la sortie de Amira Bouraoui qui a quitté le territoire national et d'autres journalistes qui ont été incarcérés, libérés par la suite. Aujourd'hui, je pense que un soutien à tous ces journalistes qui sont non seulement emprisonnés, mais d'autres qui se trouvent à l'extérieur des prisons, mais qu'on empêche de faire leur travail comme il le faut. Cette solidarité, elle est indiscutable, elle est indispensable quand on est... D'ailleurs, je voulais, si tu me permets aussi, Chaban, sur le plateau de Le Magharibia, dire que depuis 2019, le début du Hirak, des militants, des militantes, des citoyens, proches de loin ou de près de l'activité politique s'expriment sur des chaînes de télé, et c'est aussi une façon de rendre hommage à tous les journalistes de Magharibia. On ne l'oublie pas, ce n'est pas facile d'exercer loin du pays tout en étant empêché d'aller faire des investigations sur le terrain, et je remercie aussi tous ces citoyens, tous nos concitoyennes et nos concitoyens qui continuent de se battre dans la dignité pour que le métier de journalisme puisse continuer d'exister, continue d'être fait dans l'éthique journalistique. Une pensée bien sûr à toutes leurs familles, les familles des journalistes incarcérés. Espérons que cette solidarité dépasse les frontières, dépasse les limites que nous puissions imaginer, parce que une révolution pacifique, c'est aussi la solidarité. Merci pour ces quelques mots. Je vous donne la parole, Lies Jebaili, dans un instant. Vient de nous rejoindre donc Abdelkader Groussen. Bonsoir, cher Abdelkader. Vous êtes secrétaire national du RCD, au RCD en charge de l'économie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon ami Chaban. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à vos téléspectateurs. Je saisis l'occasion pour exprimer toute ma solidarité avec tous les détenus d'opinion, essentiellement les journalistes, parce qu'il y a une offensive vraiment en règle contre la liberté de la presse et contre les journalistes, en premier chef Qadi Ihsan, avec lequel j'exprime ma totale solidarité avec son épouse et sa petite Hinan, et exigeant la libération totale et inconditionnelle de tous les détenus, avec la réparation, parce que en bout de course, tous les procès se couronnent par une relaxe, et bien sûr ça démontre que notre justice elle est vraiment bafouée et utilisée à dessein. Voilà. Merci. Et je voudrais aussi saisir l'occasion, parce que avec le séisme de la Turquie et la Syrie en même temps, d'exprimer notre solidarité avec ces deux peuples frères, et présenter les condoléances aux familles des disparus,
et bon rétablissement pour les blessés. Voilà, cher ami. Merci pour ces quelques mots pour effectivement les détenus, les journalistes. Et puis on a une pensée, on le fait tout au long de nos émissions, hein, pour une pensée bien évidemment pour nos frères et sœurs syriens et turcs, hein, qui vivent actuellement une période sans nom, bien évidemment. Pareil, une réaction, ces détenus. 2023, le président nous a annoncé une année prospère, hein, dynamique, une nouvelle année, une nouvelle Algérie, et là une répression qui bat des records jusqu'à la dernière, la maman de la journaliste Amira Bouraoui. Donc réaction, Ihsan El-Qadi reste en prison. L'Algérie vit ses heures les plus sombres, hein, de son histoire. Tebboune, en tant que président, il a amplifié la répression. Condamner quasiment le métier de journaliste. On a l'impression maintenant que le journalisme est un crime en Algérie. Mon soutien indéfectible et sans faille à Ihsan El-Qadi, son épouse et sa fille, à tous les journalistes qui on leur a privé de s'exprimer et de faire leur métier, et à tous les militants algériens qui croupissent dans les geôles de l'injustice et qui ont été condamnés pour une publication, au photographe Wahid Mazir, qui croupit dans les geôles de l'injustice depuis quasiment 1 an et demi, et d'autres journalistes, d'autres militants, à dire aux inconnus, aux anonymes qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas leur nom, leur prénom, et qui croupissent sous cette injustice terrible. Terrible parce que c'est vraiment ce qui se passe en Algérie, c'est inimaginable en termes surtout de répression. La machine répressive, elle est au maximum, quoi. Merci pour ces quelques mots. Abdelkader Groussen, je reviens à vous. On va parler bien évidemment économie, sociale, la vie des Algériens au quotidien, pour essayer de subvenir à leurs besoins et puis s'épanouir aussi, développer, faire des projets, sourire à la vie. Mais peut-être une réaction, on va parler de ces droits de santé, de vivre, parce que ça c'est très important, hein. Quand un président est élu, il y a un gouvernement, il est censé protéger les citoyens et les citoyennes du pays dans lequel il a les fonctions. Mais peut-être un mot sur la situation des droits aujourd'hui. Est-ce que on parle d'une situation de terreur, une répression hors norme comme ne l'a jamais vécu l'Algérie? C'est une ambiance, une malheureuse ambiance néfaste que vous ressentez au pays? En tous les cas, cher ami Chaban, nous sommes dans une situation les plus difficiles. Une situation émaillée par des arrestations tous les jours et des menaces qui planent sur les organisations syndicales. Est-ce que vous m'entendez là? Très très bien, on vous entend très bien. Alors le lien intime et indéniable entre l'économie et le social, parce que il y a un lien intime et l'un ne va pas sans l'autre. Si on a une bonne économie, nous avons un bon niveau de vie, Mais malheureusement, nous sommes dans comme vous avez dit, une économie de rente, et ça ce n'est plus à démontrer, parce que nous avons une économie qui dépend d'une ressource volatile, les hydrocarbures, depuis longtemps transformée en rente, qui est distribuée sans aucun objectif visible. Donc aucun effort sérieux en matière de perspective économique, ni industrielle, ni commerciale. Rappelez-vous, il y a depuis on va dire l'intronisation de M. Tebboune, 3 ans durant, il nous a amusés avec l'histoire de l'importation des automobiles, l'automobile, cahier de charge pendant 3 ans. Le cahier de charge a été trituré 1001 fois pour revenir à la case de départ, c'est-à-dire que maintenant le marché algérien est un marché où on peut. La dernière fois, ils ont publié
une dépêche en disant que il y a un lot et un contingent de voitures Renault symbole diesel qui sont versées alors que le diesel il est banni dans le pays euro. Alors pour dire quoi? Nous avons une économie qui ne décolle pas et qui ne va pas atterrir, parce que pour atterrir il faut décoller. Nous avons les indices macroéconomiques qui démontrent toute la volonté, parce que alors l'histoire de la relance économique. Rappelez-vous la rencontre Wali présidence, Wali gouvernement en 2021. Il a conclu la rencontre en disant que 2022 sera l'année de la relance économique par excellence. Voyons de près qu'est-ce qu'il y a. Alors nous avons une loi de finances 2023. Qui donne un peu la projection 2024-2025. Je vais vous dire une chose, l'histoire parce que à un moment donné, il faut le dire, entre la réalité qui dément les déclarations, les vœux pieux, la réalité elle dément de façon cinglante les déclarations et les discours officiels. Parce que regardez, quand vous avez un déficit de 20% du PIB, soit presque 60 milliards de dinars. Vous savez, dans tous les pays du monde, le déficit acceptable, il est entre 2 et 5%. C'est une grossière. Un peu, on fait une loi de finances avec un prix référentiel de $60. Et le prix prévu dans la projection, c'est entre 70 et $90. Ça veut dire comme s'il n'y aura pas de fluctuation, comme si le marché il est stable. On est en train de parier de stabilité du marché pétrolier entre 70 et 80. Alors que demain il peut y avoir un déclin, le marché pétrolier peut recevoir un coup. Maintenant, quel est le meilleur indicateur de la relance économique, de l'investissement, de création de... C'est le chapitre d'équipement. Alors que le chapitre d'équipement, il connaît une hausse vraiment timide. Alors c'est autour de 2,7%. 2,5. Ouais. Alors que l'équipement, là où est injecté une masse monétaire qui est distribuée entre la défense, le ministère de la Défense, la présidence, la DGSN, toute l'armada répressive, elle s'est fait attribuer la part des clients. Alors que les plus gros budgets. Je reviens. Voilà, les plus gros budgets. Je reviens à vous. C'est Abdelkader Gouroussen. Je reviens à vous dans un instant. On va juste quand même pour donner un peu quelques éléments de réponse sur le terrain à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Vous allez avoir ici donc une vidéo où vous allez entendre notamment ces Algériennes qui nous parlent de prix exorbitants, une vie très chère, impossible aujourd'hui de se procurer quelques agrumes comme les oranges et encore moins les bananes, les dates qui sont passées alors quand on dit les meilleures dates sans être chauvin, on pourrait parler des meilleures dates sont en Algérie, donc logiquement c'est un produit du terroir qui devrait pas coûter cher aux Algériens alors que ça passe de 100 à 600, 800 dinars le kilo. الاسعار غاليه جدا. المواطن واش يخلص؟ تخلص 3 ملايين واش دير بها؟ 2 ملايين واش دير بها؟ هاو كاين مساكن يخلص 2 ملايين ما يقدرش ما يشري حاجه اللي تفيدو. Pour certaines personnes, oui, mais pas tout le monde. Ils se permettent pas les gens. Déjà, il y a un kilo de patates, c'est déjà très bien. Les prix, c'est cher les prix. Regarde le SMIC, combien ils gagnent les gens. شوف انت درك الشينا راهي بين 20,000 ل 22 23. البنان كذا يعني الاسعار غاليه جدا. المواطن يعني راهي بصعوبه درك يولي دسار يولي شمان فهمتيني. دونك هي واش هو كيما هذا
الاخرى هذه تشينا اللي موش مواطن يقدر يشرفها ما بالك يروح للبنان ويروح لكل هذه ولا الحاجات هذيك دونك ماهيش الامور ما ولات صعيبه جدا. كيما تشينا اخو نحب نشري 1 كيلو لا ما تنجبش تشري كيلو الاخر ما تقدرش تشري حاجه اخرى اللي تسمى لازم تستفاد بها وبلاد التمر نورمالمون التمر هذه نهزوها بلاش على بالك ندوها بحاجه خفيفه يعني ندوها بحاجه بسيطه 10,000 12,000 كما كان زمان. هاي درك هاي الاخرى انا درك شريت انايا تقريبا كذا 30,000 خاطر ماهيش مسال درك ماهيش مسال راهي الامور الاسعار في كل شيء طالعه. اي ماهيش مسال ديسير في تشينا ولا في التمر نو سي تو لي بري سي تاروفار لازم اعاده النظر في الاسعار كامل. Une vie de plus en plus difficile en Algérie, alors que je vous le disais, même pour des produits qui défient toute concurrence par rapport à nos voisins qui sont les moins chers, les Algériens soit ont du mal à se les procurer, soit ont du mal à se les financer. Je vous rappelle, un SMIC qui dépasse pas aujourd'hui les 20 000 dinars. Messieurs, sur le plateau, vous avez la parole. Juste pour reprendre les quelques mots du 19 décembre dernier du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lorsqu'il rencontrait les walis et les membres du gouvernement, l'année 2023 sera celle de la performance et de la consolidation des avancées économiques en Algérie. Nous construisons une économie résiliente, a indiqué donc le président. Il a parlé aussi donc d'indicateurs économiques enregistrés en 2022, je le rappelle, qui a été l'année du sauvetage de l'économie nationale et de l'arrêt de la régression dangereuse. Messieurs, voilà une réaction. Et ce qui est intéressant aussi, ce que disait notre invité, on est toujours sur une économie de rente en Algérie et ça pose problème. Lias Djebali. Alors, merci Chaban, pour répondre au monsieur et puis à tous nos compatriotes. Depuis des décennies, je dis bien depuis des décennies, les lois de finances, quand elles généralisent des subventions, toujours des sources d'injustice. C'est-à-dire un salarié qui perçoit 30 000 dinars, il a la même chose qu'un salarié qui perçoit 200 000 dinars. C'est la même subvention. C'est-à-dire, un salarié perçoit 30 000 dinars, il aura la même subvention qu'un salarié qui perçoit 200 000 dinars. Déjà, il y a une injustice déjà dès le départ. Deuxièmement, la création d'emplois, elle provient essentiellement d'effets directs ou indirects de quoi? Via la dépense publique. La création d'emplois en Algérie, c'est via la dépense publique. Troisièmement, je pense une pensée à nos retraités, parce que la CNR, la Caisse nationale de retraite en Algérie, il va falloir trouver son équilibre pour pouvoir payer et assurer le traitement aux millions de nos retraités qui ont consacré toute leur vie pour travailler et pour, consolider et apporter une contribution concrète au pays. Eh bien, c'est quoi la solution? C'est que le CNR, la Caisse nationale de retraite, le ministre du Travail nous annonce, il était déficitaire à 640 milliards de dinars. Après, il fait un rétropédalage 370 milliards de dinars. Donc, la courbe, elle a fortement baissé. Là, on se pose la question. Premièrement, pour l'équilibre de ces caisses de retraite, il faut une croissance sur plusieurs années entre 8 et 9%. Deuxièmement, il faut consolider le chômage. Il y a un chômage qui a été mesuré par le Fonds monétaire international. Il est de 14%. De 14%, en incluant, c'est-à-dire la sphère informelle et les emplois de rente. C'est quoi les emplois de rente? C'est-à-dire, on refait le trottoir 10 fois, on refait l'électricité 4 fois, on refait ceci. On crée de l'emploi fictif. Si le trottoir ou le caniveau ou un voie et réseau divers sont propres, on dit, tiens, il faut le refaire. Tout ça pour créer d'emplois. Donc, réellement, il n'y a pas réellement une création d'emplois. D'autant plus, il y a une démographie galopante qui va jusqu'à en 2050. On prévoit, je pense, 2030, 50 millions d'habitants. Toutes les entreprises publiques, elles sont déficitaires. Il n'y a pas une économie, il n'y a que l'économie rentière. Pour aussi repayer encore les retraités qui arrivent sur le marché,
les caisses sont déficitaires, ça veut dire il faut créer un fonds de réserve de retraite. Comment il va falloir financer ce fonds de réserve de retraite? Par le prélèvement d'une taxe pétrolière. Et la taxe pétrolière, elle est quoi? Elle est tributrice des recettes du pétrole. Donc, toute l'économie algérienne, elle est tributrice d'un référent de $60. Peut-être demain, si le baril est amené à être $20, donc tout va s'effondrer. Donc, Chaben, pour laisser notre ami Abdelrahim, donc il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Transition toute faite, c'est la question, parce que là il y a des éléments qui reviennent. Il y a cette économie de rente. On sait pas de création de richesse puisque l'emploi pose un problème. Et puis on sait qu'en Algérie, quand on dit économie algérienne, on dit aussi ce qu'on appelle l'achat de la paix sociale. Est-ce que l'Algérie va continuer encore longtemps? Est-ce que c'est le cas selon vous aujourd'hui, même si nous, on a aussi nos réponses? Et vous parliez, la dernière émission, vous parliez de projets politiques, de légitimité du pouvoir. Est-ce qu'aussi le fait, à un moment donné, d'acheter la paix sociale, c'est quoi? C'est pour se redorer le blason, c'est pour se créer une légitimité? Et puis voilà, une dernière petite question comme ça, vous avez des éléments. Est-ce que le gouvernement algérien aujourd'hui, le nouveau gouvernement, la nouvelle politique du président de la République depuis 2019, est-ce qu'ils ont une feuille de route économique? Est-ce qu'il y a un projet politique économique en Algérie aujourd'hui pour relancer l'économie et que ça soit la bonne année? Personnellement, je suis toujours de ceux qui ne peuvent pas dissocier la question économique, la question sociale de la question politique. Quand j'entends parler l'IS sur l'économie, sur la taxe pétrolière et tout, je me dis franchement, en toute sincérité, je me pose la question sur toutes ces Algériennes et tous ces Algériens qui sont capables, dans leur domaine respectif, d'apporter beaucoup de choses à leur pays, qui sont soit à l'étranger, obligés de quitter le territoire, soit dès qu'ils disent un mot, ils se retrouvent en prison, ou on essaye c'est-à-dire de les rouler dans la farine de la routine, la routine rentière en Algérie. Tout à l'heure, je regardais cette vidéo que vous avez fait passer. Je pense que c'était le Conseil le Haut Conseil de sécurité, je pense, qui a été présidé par Tebboune. Excusez-moi, j'ai rien contre les personnes âgées, mais ils ont tous les cheveux blancs. Ils ont tous les cheveux blancs, alors que nous sommes dans un pays où plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Il y a non seulement un décalage d'âge, je ne suis pas en train de faire la promotion de la guerre des générationnelle, au contraire, je suis des partisans. Non mais c'est assez pertinent, on ne parle pas des personnes bien sûr, mais c'est vrai que lorsqu'on veut peut-être une nouvelle Algérie, c'est aussi de voir lequel peuple nous avons en face. En plus, il n'y a pas plus beau que lorsque le peuple algérien fait dans des blagues sociales, etc. Ces blagues au sein de la société, en parlant des nouvelles générations, de la créativité, ce qui a été toujours muselé du côté du régime. Alors, on parle de la taxe pétrolière, par exemple, tu en parlais, Lies, la taxe pétrolière, ça veut dire quelque part la rente qu'on a, une partie pour l'injecter dans les caisses de retraite et tout. Cela nous fait penser à ce scandale d'il y a quelques années, Air Algérie. Ah oui. Air Algérie qui est une société en principe nationale, mais chaque année elle est déficitaire. Et puis on rehausse un peu l'équilibre économique d'Air Algérie des caisses de l'État. Alors qu'un pays d'une immensité comme l'Algérie, qui peut faire dans le tourisme, qui peut construire des aéroports, etc., il peut avoir une société, une compagnie aérienne qui va générer de l'argent, qui va faire gagner de l'argent au pays. Donc là, rien ne rentre dans l'esprit de ceux qui dirigent le pays en termes d'évolution, en termes d'épanouissement économique. Ce qui les importe le plus, c'est que ces générations, ces anciennes générations de gouverneurs qui ont tous les cheveux blancs, qui siègent au Haut Conseil de sécurité, comparé à toute cette jeunesse algérienne qui est sortie par des millions. Et quand je parle de la jeunesse, je parle de ceux qui ont 7 ans jusqu'à 97 ans. Et c'est là que je parle de la mixité sociale des Algériennes et des Algériens qui sont sortis dans le Hirak pour casser tous ces tabous
entre les générations, entre les genres, pour dire qu'il y a une Algérie, il y a une voix d'Algériens et d'Algériens dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels et même politiques qui est capable de gouverner l'Algérie. Il suffit d'avoir une volonté politique pour céder, pour laisser le chemin à cette jeunesse qui veut construire ce pays. Bien sûr que ça nous fait mal parce que lorsque vous voyez tous ces cadres algériens établis à l'étranger, qui ne parlent que d'Algérie, qui ne parlent que de la situation économique, sociale, politique, culturelle en Algérie, qui veulent apporter beaucoup de choses à leur pays, en se basant bien sûr, en s'investissant dans leur domaine respectif. Pourquoi ne pas avoir cette volonté? Et là, je pense qu'on peut avoir des réponses politiques tout simplement, parce que déjà, lorsqu'on n'a pas de légitimité, cette légitimité que ce régime, ce système, qui s'appuie sur cette rente pétrolière, les carburants depuis 62, ça ne changera jamais tant qu'il n'a pas cette légitimité émanant du peuple. Je voulais revenir juste rapidement, on va redonner la parole à Abdelkader. Je voulais juste rapidement sur... Il a abordé, Abdelrahim, la question de l'Algérie qui a été toujours une société nationale publique déficitaire. Chaben, pour faire décoller un avion dans les états de droit où les économies sont libres, sont contrôlées, sont supervisionnées, sont supervisées et tout, pour faire décoller un avion, il faut 40 emplois directs ou indirects. Chez nous, Air Algérie, pour faire décoller un avion, c'est 100. 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des emplois fictifs derrière, sachant que cette société a été déficitaire de 750 millions de dollars et qui contribue pour le déficit, c'est l'État. C'est l'État, c'est parce que on a tel ou tel, le fils ou le fille d'un dignitaire qui est placé, qui a un poste de fonction support, un fonction de ressources humaines, c'est-à-dire il y a des emplois où il y a des doublons. Et là, on voit complètement les leviers économiques, les richesses de l'État sont confisquées par une caste, je dis bien par une caste. Et pour rebondir assez rapidement, c'est-à-dire ils ont confisqué toutes ces libertés, c'est-à-dire on a la fuite des cerveaux, il y a des médecins qui sont en France, tous nos hôpitaux ont été désertés par des médecins qui sont partis. Heureusement, il y a toujours des médecins en Algérie, malgré les conditions de travail qui sont très difficiles, ils arrivent toujours à faire leur travail. Donc, c'est la raison pour laquelle le Hirak, il est sorti pour un changement radical, progressif, pacifique, pour changer tous les secteurs. Hirak qui arrive à ses 4 ans la semaine prochaine et on aura toute une couverture demain Khalata. C'est pour ça que ça va commencer dès demain et ça va continuer et à partir de vendredi on consacrera plusieurs heures de programme pendant plusieurs jours pour revenir sur ce mouvement unique au monde qui dure maintenant et inédit, unique pour plusieurs raisons. On y reviendra notamment par ce pacifisme. Abdelkader Groussen, bien sûr, homme politique que vous êtes dans un grand parti, le RCD. On vient d'entendre aussi des choses sur le plateau. On parle d'économie, de niveau social, de développement. Un président qui nous parle énormément de jeunesse, de start-up. Mais Ilyas Djebali qui nous parle de fuite de cerveau, la légitimité. Est-ce que c'est pas ça avant tout la base aussi pour que qu'il y ait un réel programme économique, qu'une économie puisse être fertile et prendre son envol, donc son décollage. Est-ce que aujourd'hui les difficultés que le pouvoir actuel est confronté en termes de confiance, de légitimité, est-ce que c'est ça aussi qui bloque? Et on rappelle aussi que le président dernièrement avait invité les Walis en leur disant « Je vous appelle encore une fois à vous lâcher, à vous libérer des hésitations et à montrer de l'audace et un esprit d'initiative » à condition qu'ils en aient aussi le pouvoir. Tout à fait. Alors, je voudrais d'abord rebondir je vous en prie. Je voudrais rebondir sur les vidéos. On a entendu des citoyens vraiment angoissés et perdus par rapport au prix. Alors, quand vous avez un taux d'inflation qui varie entre 7 et 10%. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir un coût de la vie qui est favorable à des salaires qui varient entre 100 euros jusqu'à 140, je pense. Donc c'est impossible.
c'est-à-dire il y a le coût de la vie est impacté directement par le taux de croissance, ça c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qui induit une situation économique pareille, une situation politique pareille, une situation sociale? Bien sûr, la fuite des cerveaux, bien sûr, la haraga. Regardez, à l'université, on est en train de former des vagues et des vagues de cadres qui sortent sans aucune perspective d'emploi. La seule perspective actuellement, c'est de partir à l'étranger. Tous nos jeunes ont leurs yeux rivés à l'étranger. Attendez, vous avez un État qui n'est pas un État régulateur, un marché qui est géré par des spéculateurs. On a un ministre du Commerce qui, depuis qu'il a été installé, désigné, il jure de tous les dieux, comme quoi il allait couper les têtes des gangs, dans la halib, dans la pomme de terre et tout ça, alors que nada, la réalité, le terrain, les prix sont exorbitants et ils ne sont pas à la portée de... Alors pour parler de la retraite, bien sûr, il y a une pensée particulière à la retraite. Nous sommes très, très sensibles. Moi-même, je suis retraité et je connais le problème. Mais les caisses, la caisse, la CNAS et la CNR sont, c'est-à-dire instrumentalisées pour financer d'autres secteurs. Vous savez que la CNAS, elle a financé toutes les atteintes. Octobre 88, il a été financé par les dégâts, hein, je veux dire comment dirais-je les remboursements, les prises en charge des blessés et tout ça, ils ont été pris en charge par la sécurité sociale. Le qui les années 90, techniques des gens ont été inscrits à la CNAS c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. En principe, les caisses de retraite, comme la caisse de sécurité sociale, ne peut pas être déficitaire parce qu'il y a que de l'argent qui rentre et de l'argent parce que la solidarité intergénérationnelle. Alors pour ce qui est de la création du poste d'emploi, ça c'est quand il y a un envol économique, quand il y a l'ouverture, quand il y a l'investissement. Nous, on est dans un pays où il y a une instabilité légale. Les gens, ils ont peur. Le climat des affaires ne favorise pas l'investissement. C'est pour ça que entre la réalité et le discours, il y a un décalage, pour ne pas dire autre chose, pour ne pas dire le mensonge, parce que entre ce qui se dit à haut niveau ne correspond pas du tout à la réalité quotidienne des citoyens. Et je pense que les investisseurs, il n'y aura pas d'investisseurs tant qu'il n'y a pas de climat d'affaires favorable, tant qu'il n'y a pas de stabilité au niveau des lois. Les lois, elles changent à chaque coin de rue. Le lendemain, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous avez une loi qui change plusieurs fois. Regardez la loi sur les syndicats. La loi sur les syndicats qui vise à caporaliser, à domestiquer les syndicats, elle est passée à l'APN deux fois en 2022, pour atteindre des restrictions et des menaces contre l'activité syndicale, le droit syndical et le droit à la grève. Maintenant, regardez les syndicats, comment ils réagissent, comment ils se solidarisent pour dénoncer ces lois liberticides. Voilà où est-ce que nous sommes. Nous sommes dans une situation, certes, économique délétère, où il n'y a pas un État régulateur qui sévit au niveau du marché, au niveau des prix. Bien sûr, au niveau social, ça donne une mal-vie à tous les niveaux. Les jeunes. Mais il y a toujours des jeunes qui tentent de rejoindre l'Eldorado parce qu'il n'y a pas de perspective ici. Il n'y a pas de création d'emplois. Il y a des vagues et des vagues. Mais est-ce qu'il y a, Abdelkader Groussen, selon vous, et puis vous êtes investi en politique depuis plusieurs années, effectivement, il y a 11 000, selon les chiffres espagnols, 11 000 haragas, et quand on dit haragas, ce ne sont pas que des jeunes, je le rappelle aux téléspectateurs et téléspectatrices, hein, ce sont des femmes, des enfants, des nourrissons, des personnes qui ont beaucoup d'argent aussi, mais qui ne peuvent pas rester, je dis bien, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais qui ne peuvent pas. Et l'année dernière, aujourd'hui, on compte 464 personnes, mortes malheureusement, qui ont été récupérées. Donc il y en a toujours autant. Est-ce que, au sein de ce pouvoir aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'il y a une réelle volonté de développement, ou est-ce qu'il y a toujours cette logique de pouvoir
pour soi, j'ai envie de dire? Est-ce qu'on est toujours dans l'ère d'une certaine époque où les hauts représentants gardaient tout pour eux, ou est-ce qu'il y a une volonté de développement et il y a surtout des compétences? Alors, alors, je vais vous rappeler juste une chose. En 2019, 2020, 2021, les années Hirak, zéro tentative de Haraga. D'accord? Quand il y a un espoir, quand il y a des indices, quand il y a l'espoir que les choses vont aller, que les choses vont s'arranger, que ce pouvoir va disparaître, qu'il y aura une autre alternative et tout ça, les gens y croient et ils restent ici. Le rêve, c'est de voir un pays avec des libertés, avec un respect des libertés, et pas le déni de droit. Hein? Alors c'est pour ça que entre l'exemple de Hirak, quand il y avait le Hirak, il n'y avait pas de Haraga. Juste après, ça a commencé des vagues et des vagues. Alors les chiffres ils sont relatifs, hein, parce que entre les gens qui meurent en mer, on peut pas les. On est d'accord, bien sûr. Objectivement. Alors s'il y a une volonté, le pouvoir, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé de criminaliser le Haraga. Au lieu d'aller en profondeur et de chercher les véritables raisons et d'apporter des réponses et d'insuffler l'espoir pour que le sourire soit restitué aux Algériens, pour que leur pays leur offre la garantie de respecter leurs droits qui sont consacrés dans la Constitution, la santé, le travail, l'enseignement, le logement, tout ça, il faut qu'il y ait des signaux forts à la jeunesse. Donner des signaux forts par rapport à la création des emplois. S'il y a des investissements, il y a automatiquement des créations d'emplois. Nous sommes, au RCD, nous avons des intimes convictions que s'il y a une volonté, la politique, elle est vraiment au niveau de la légitimité. Nous sommes vraiment dans la case de départ. Hein. Il n'y a pas de légitimité parce que toutes les institutions, vous avez vu comment ils ont été votés. Non, on va pas se mentir. Le président, il n'a pas été élu par le peuple algérien. Il a été imposé. C'est clair. On n'a pas démontré que le jour il est fait de soleil. Voilà. C'est-à-dire, on peut pas faire des démonstrations inutiles. D'accord. Mais au niveau du développement, je rebondis sur le développement économique. Quand il y a une bonne volonté, quand les choses aillent mieux, les gens ils vont renouer avec l'espoir. Si tout est noir, il n'y a que la répression qui fonctionne. Il n'y a que la répression qui fonctionne et les emprisonnements. Merci, cher Abdelkader. Merci. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ces analyses et puis ces mots. Assumer, c'est pas facile, mais on rend encore une fois hommage. On a une pensée à tous ces hommes et ces femmes politiques qui tentent de faire de la politique. On rappelle que Amira Bouraoui, pour en parler 30 secondes, elle était médecin, gynécologue. Elle a malheureusement dû stopper sa carrière parce qu'elle ne pouvait pas, tout simplement, car elle était militante politique. Donc merci Abdelkader Gulussian, secrétaire national en charge de l'économie au sein du RCD. Une petite vidéo qui va vous plaire à tous les deux, et notamment à Les Djebali. Vous allez entendre ici le président de la République qui dit que nous allons continuer à rendre les fonctionnaires, les travailleurs à l'aise, car on va les augmenter, les indemnités de retraite, le chômage. Mais est-ce qu'il faut augmenter le chômage ou est-ce qu'il faut créer de l'emploi? 2023 نزيد نواصل في رفع الغبن على الموظفين بالاخص المرتبات المتوسطه والبسيطه، نزيد نرفع من الاجور، نزيد نراجع منح تاع التقاعد، ونزيد نرفع في علاوه البطاله ان شاء الله، وهذه ابتداء من جانفي. كما أطلب من الحكومة باش تنكب من اليوم على المشكل، ابتداء من جانفي فيفري 2023 نراجع المرتبات نتاع المعلمين ونتاع الشبه الطبيين.
Voilà, excusez-moi de ce lapsus, augmenter l'allocation de chômage. Abdelrahim Moussaouel, vous avez un peu de retard sur le temps de parole. Bon, ben, je sais que de toute manière, c'est pas spécialement le plus important pour les uns et les autres, mais voilà. Voilà, il nous reste ensemble, voilà, 8 minutes. Vous avez la parole. D'abord, vous allez réagir sur ce que vous venez d'entendre, réagir sur ce que vous avez vu peut-être dans cette vidéo, et puis il y a ces 4 ans de mouvement qui arrivent maintenant. Je pense que dans un premier temps, ce que vient de dire le président désigné peut se résumer en quelques mots. Mouraja'at, i'adat an-nazar, إعادة النظر في بعض المسائل, revoir, c'est se poser la question sur quelque chose. C'est ça. Ça a toujours été le progrès du régime algérien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'action concrète menée sur le plan économique, sur le plan social. Je voulais rebondir sur un élément très important, à mon avis, sur la question sociale. La question sociale en Algérie aujourd'hui, c'est vrai, on le dit, on le répète, mais il faut toujours le redire, c'est que face à une situation où le peuple, même socio-économique, on peut pas les détacher l'une de l'autre, on parle de l'inflation qui s'est infiltrée à tous les domaines, sans exception. Et face à cette situation, on a un président illégitime, désigné, qui parle de la revalorisation de cette prime de chômage, et un ministre du Commerce qui parle du monopole de l'État sur l'importation du riz, des légumes secs, du blé, etc. Je pense qu'il y a des questions encore plus importantes que ça, sur l'importation, sur la monopolisation, le monopole du régime de l'État sur les importations. Nous sommes dans un pays de la taille d'un continent. Parler de l'économie, ce n'est pas seulement le pétrole, ce n'est pas seulement le gaz pour injecter de l'argent dans les différents secteurs. Et puis il y a la planche à billets qui a cassé tout cet espoir économique en Algérie, à tel point. Il y a ce marché parallèle du dinar et à l'euro. On a oublié l'immensité de ce territoire sur lequel on peut faire de l'agriculture, on peut créer des usines, etc. C'est pour ça que la conclusion, je pense, à mon sens, c'est de voir la question du point de vue politique. Lorsqu'on n'a pas de volonté politique, lorsqu'on n'a pas une politique qui est saluée par la population, par le peuple. Quand je dis politique saluée, ça ne veut pas dire qu'on a tout le peuple en sa faveur, mais une politique qui s'exerce sainement, de façon démocratique, où les libertés individuelles et collectives sont respectées, où le champ politique et médiatique sont ouverts. Aujourd'hui, les médias du régime, les médias publics ne sont pas ouverts à l'opposition, ne sont pas ouverts aux Algériennes et aux Algériens qui portent des voix discordantes. Parce que le système politique qui nous gouverne depuis 1962, on le redit avec toute responsabilité, il n'a jamais eu de volonté politique pour travailler son pays. On est dans cette logique de l'illégitimité, de le manque de souveraineté, son existence carrément. Glyas Djebali, je reviens vers vous, on vous aura un peu de temps aussi pour conclure. Le développement économique trouve son assise quand il y a la démocratie. Qui va investir quand le pays est instable politiquement? Qui va mettre son argent dans un pays où il y a une instabilité politique depuis des décennies? Qui va investir dans un pays où la corruption a été institutionnalisée et la corruption, elle devient un critère de gouvernance en Algérie? L'État algérien, je distingue entre l'État et le régime. Le régime ne veut pas, en tout cas l'État, pour rester factuel et cohérent, l'État ne veut pas réguler. Il veut intervenir. Entre réguler et intervenir, c'est pas la même chose. Entre un État régulateur et un État interventionniste, c'est pas la même chose. Réguler ne veut pas réguler. Par contre, il veut intervenir parce qu'il a la finance est entre ses mains. Quand il intervient, il intervient au bon vouloir, donc financièrement. Le deuxième point, mais l'Algérie est un pays continent après l'éclatement du Soudan. On peut tout faire. On aurait pu créer des hubs dans le sud, avec 1200 km de côte, tous les ports d'Algérie, Gigel, Béjaïa, Alger, hormis celui d'Oran et de Skikda qui c'est pour la raffinerie, pour le transport pour transporter les énergies fossiles,
ils servent à rien. Je veux dire, quand vous avez un grand port, vous développez. Regardez le port de Rotterdam. La Hollande, les Pays-Bas, c'est un tout petit pays. Mais regardez, mais c'est un pays qui développe. Vous avez le port de Rotterdam parmi les plus grands ports du monde. On ne va pas parler du port de Baltimore. C'est là où on va créer des emplois. Il nous reste 2 minutes, d'abord vraiment 10 secondes. Voilà ce qu'a conclu le président de la République le 19 décembre dernier. L'année qui débute sera aussi celle de la refonte radicale, dit-il, des codes communaux et de la wilaya, afin d'octroyer le plus de prérogatives aux élus conformément à la vraie démocratie, a promis le président Abdelmadjid Tebboune. Messieurs, vous avez une petite minute chacun vraiment demain, Khairata, il y a 4 ans. Déjà, la démagogie de ce président désigné ne pourra en aucun cas déstabiliser l'esprit d'éveil du peuple algérien. Et là, je m'adresse à tous mes compatriotes, à tous nos concitoyens dans la ville de Khairata, non seulement c'est-à-dire pas pour donner des ordres, mais en leur disant que de Khairata, de la jeunesse de Khairata, nous avons appris à faire de la politique, nous avons appris que la constance en termes de militance, en termes d'éveil, c'est cette idée, c'est cette trajectoire qui continuera d'alimenter le hirak pacifique du peuple algérien. Je pense que, pour finir, si le régime algérien aujourd'hui c'est-à-dire il se lance dans une outrance verbale, c'est parce qu'il sait que demain c'est le 7 février à Khairata et le 22 février sur tout le territoire national. On y reviendra pendant toute une semaine. Vous avez vraiment 20 secondes. 20 secondes, ce que je veux dire, demain Khairata, le 19 c'était Khenchela et le 22 février. Et on connaît la suite. Il y aura une marche le 19, dimanche et le samedi. Le samedi 18, il y a un meeting. On y revient demain soir. Voilà, demain soir, on vous parlera de ce meeting pour le peuple algérien avec des frères et sœurs tunisiens, palestiniens, marocains, plusieurs représentants. Et puis la marche, c'est dimanche, 13h, place de la République à Paris. Mais on y reviendra. L'équipe en régie, merci infiniment pour le travail que vous faites. Liaz Jebali, merci. Abdelrahim Moussawar, merci. Et puis merci à notre ami Abdelkader Groussen, secrétaire national du RCD. Dans quelques instants, le programme continue sur Al Mariliya. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Bonne soirée.